j'étais un peu à l'origine du sujet qui a été proposé pour ces rencontres. De quelle vérité la poésie et la philosophie sont-elles capables? Donc j'ai repris l'intitulé avec une légère modification. De quelle vérité le poète et le philosophe sont-ils capables? Ce qui est une manière d'incarner un peu, si vous voulez, cet effort vers la vérité. Après tout, poète et philosophe sont humains. Et on verra que cette notion a du sens. Alors, du coup, mon travail a été largement facilité par l'intervention de Julie hier, puisqu'elle a travaillé déjà le sujet et qu'elle a mis en lumière les différents présupposés qu'il contient. D'accord ? Je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne vais pas revenir là-dessus. Alors c'est vrai que cette question présuppose sans doute que le poète et le philosophe sont capables de vérité. Bon. Mais, et c'est par là que je vais commencer, nous pourrions aussi envisager qu'ils ne sont capables d'aucune vérité. Parce que si on posait la question de savoir de quelle vérité le poète et le philosophe sont capables, on pourrait tout à fait répondre que malgré tous leurs efforts, ils ne parviennent in fine à aucune vérité. Mais peut-être aussi, et du coup là, je vais entrer dans un travail d'opposition pour essayer d'éclaircir un petit peu les choses, si vous voulez, d'avancer, de progresser. Peut-être que l'un est plus capable que l'autre d'accéder au vrai. Et s'il fallait en désigner un, nous serions tentés de dire que c'est d'abord le philosophe qui accède au vrai et non le poète. Alors, pour quelle raison ? Alors, la raison, elle est simple. Voilà, excusez-moi. Voilà. La raison, elle est simple. C'est que le philosophe est confronté à la vérité dès le départ, alors que le poète, et même l'artiste en général, ne sont pas confrontés au vrai, mais au sensible. C'est-à-dire à l'aptitude à retranscrire des sentiments, des émotions. Ils ont recours à l'imagination plutôt qu'à la raison, les poètes, et dans le but d'atteindre le beau. Donc, si vous voulez, une première opposition apparaît ici très nettement entre la philosophie, qui, dès le départ, est orientée vers le vrai, et la poésie, qui, elle, est orientée vers le beau. Et que donc, j'utilise volontairement le conditionnel, parce qu'on va voir que c'est pas aussi simple que ça, que donc le poème cherche la belle rime, cherche à toucher justement notre aptitude à percevoir le beau, et que donc, dans un premier temps, elle n'a rien à voir avec la vérité. Le philosophe semble plus apte à produire le vrai parce qu'il fait usage de sa raison, et que la philosophie s'est depuis le départ toujours inscrite dans une sorte d'élan vers le vrai. Quand je dis un élan vers le vrai, je suis en accord avec son étymologie, puisqu'il s'agit plutôt de tendre vers la sagesse, d'être l'ami de la sagesse, et peut-être pas d'être sage à proprement parler, mais en tout cas, le souci de vérité ou l'élan vers le vrai, c'est quelque chose qui est constant dans l'histoire de la philosophie. Et même peut-être aussi chez les présocratiques, qui utilisent encore une forme poétique d'expression, mais qui est instrumentalisée, déjà, me semble-t-il, dans le but d'atteindre la vérité, ou en tout cas d'aller vers elle. Voilà. Alors, est-ce que ce mouvement caractéristique de la philosophie vers la vérité atteint son but ? Est-ce qu'il parvient à ses fins ? C'est une question qu'on peut se poser, parce que dès le départ, si on prend l'exemple de Platon, par exemple, on l'a signalé hier, nombre de dialogues de Platon sont aporétiques. Alors ça veut dire quoi, aporétique ? Ça veut dire que la question qui est posée au départ par Socrate ne trouve pas de solution à la fin du dialogue.
dans l'Hippias majeur, par exemple, la question « qu'est-ce que le beau ?», il n'y a pas de réponse définitive. Hein. Alors on va corriger successivement plusieurs réponses apportées par le sophiste. Socrate proposera la sienne à un moment donné, mais finalement le dialogue va se terminer sans que rien de totalement satisfaisant ne soit proposé. C'est pas grave, puisqu'au moins on aura fait l'effort d'aller vers la vérité, c'est-à-dire que au moins on sait ce que le beau n'est pas. Et il n'est pas, par exemple, une belle jeune fille, puisque c'est la première proposition d'Hippias. Le beau, c'est une belle jeune fille. Socrate n'a pas de mal à nous montrer qu'effectivement, c'est une définition qui ne tient pas la route. Alors, puisque le mot à définir, déjà, est dans la définition elle-même, et qu'il renvoie à un beau particulier, alors qu'en fait, Socrate interroge sur ce qu'est le beau en général. Bon, alors, donc, on n'est pas tellement surpris, puisque dès le départ, dans ses commencements, la philosophie préconisait un cheminement plus qu'un but, comme en atteste, je viens d'y faire référence, le socratisme. Donc, à partir de là, donc on peut voir que, sans doute, se coltiner avec la vérité, c'est pas facile. Même pour le philosophe qui fait usage de la raison, qui cherche à la trouver, ou en tout cas qui s'efforce de cheminer vers elle, avec l'espoir d'arriver quelque part. Mais malgré tout, on peut voir que le philosophe est plus apte que le poète à parvenir à la vérité, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, on va avancer en écartant des hypothèses, donc on chemine, il y a quelque chose qui se passe. Donc le poète, lui, n'aurait pas accès à la vérité, puisque ce n'est pas la fonction de la poésie, finalement, que de dire le vrai. Elle semble, la démarche de la philosophie, donc toujours supérieure à celle de la poésie, puisque chez le poète, on n'a pas d'autre démarche que celle qui consiste justement à trouver la rime qui permettra de produire un effet chez l'auditeur. Bon, mais en même temps, nous savons déjà que la philosophie n'est pas étrangère, la poésie, pardon, excusez-moi, n'est pas étrangère à la philosophie, en particulier dans ses commencements. En tout cas, c'est cette forme-là qui a été choisie par différents philosophes présocratiques, dont le fameux Parménide dont on a parlé hier. Et en plus, d'autres philosophes qui se signalent par une forte critique des poètes, comme Platon, eux-mêmes ont pu utiliser des formes poétiques, des métaphores, des images, des allégories, etc., dans leurs propres textes, y compris dans ce fameux dialogue La République, dans lequel, dans le livre 10, Platon se propose de chasser les poètes de la cité, et les artistes en général d'ailleurs, dans la mesure où ce sont de simples imitateurs. Bon, qu'on le veuille ou non, la poésie, alors donc c'est un peu, par rapport à Platon, c'est un peu contradictoire, si vous voulez, puisque d'une certaine manière, et on verra pourquoi justement il fait usage de la forme poétique par moment. Bon, on verra ça tout à l'heure. Alors, donc, si on prend l'œuvre d'Homère, par exemple, on se rend compte que la poésie peut être un moyen d'éducation. Le style poétique nous frappe à travers des formules brèves, ramassées, qui restent dans la mémoire de ceux qui les écoutent, qui frappent l'auditeur, et c'est peut-être pour simplement une raison pédagogique que Platon va continuer à utiliser une forme poétique dans ses dialogues. Mais bon, qu'on le veuille ou non, encore une fois, la forme poétique a pour contenu l'image sensible et la réalité concrète, tandis que la formule philosophique a pour contenu l'abstraction. On va mettre d'un côté l'image sensible et de l'autre l'abstraction. Ce qui fait que, on voit bien, le
finalement, la philosophie est plus solide sur le terrain de la vérité, même si elle présente des fragilités, que la poésie. Il y a donc une sorte de conflit entre fond et forme, ça c'est tout à fait clair. L'idée, si vous voulez, c'est que chez Platon, la forme poétique n'est tolérable que dans la mesure où elle permet de révéler quelque chose, elle a un sens pédagogique en fait. L'allégorie de la caverne, ça permet à plus d'auditeurs sans doute d'accéder à une vérité par image qu'ils ne pourraient le faire par abstraction, si vous voulez, puisque les dialogues de Platon sont des textes exotériques, c'est-à-dire qu'ils étaient destinés à un public plus large. L'œuvre ésotérique de Platon, c'est-à-dire destinée à un public d'initiés, de philosophes, on l'aurait perdu, enfin on l'a perdu. On suppose qu'il y en avait une, mais on l'a perdue. Voilà. Donc, ce conflit entre forme et fond est caractéristique de la difficile cohabitation entre la poésie et la philosophie. Bon, ce qu'on appelle le poème philosophique se définit comme un conflit entre le fond du poème, qui est la vérité, et la forme, qui est celle de la poésie, et qui ne semble pas propice, justement, à dire le vrai. La forme poétique empêche la pensée de se déployer dans sa plénitude, en fait, et la tire du côté d'une équivoque, d'une obscurité, parce que quand on lit certains philosophes présocratiques comme Héraclite, par exemple, effectivement, on était surnommé Héraclite l'obscur, puisque à travers ces formules, finalement, très énigmatiques, on se demandait bien ce qu'il voulait signifier par là. Bon. D'ailleurs, comme l'avait bien vu Hegel, la philosophie présocratique n'a pas su se déployer à travers une forme adéquate. Elle était tâtonnante, si vous voulez, et c'est bien en se séparant à un moment donné, d'une manière nette et franche, de la poésie, que la philosophie pourra advenir. Voilà, et Hegel écrit ceci: il y a quelque chose de trouble et d'indistinct qui n'est pas encore proprement la philosophie et ne le deviendra qu'en se développant. Voilà. Donc on est un petit peu, si vous voulez, c'est l'enfance de la philosophie, qui utilise encore la poésie, mais qui va s'en dégager rapidement pour essayer de trouver une forme d'exposé plus adéquate et plus en rapport avec la mission de la philosophie qui consiste à nous conduire vers la vérité. Bon, alors, mais encore une fois, c'est un peu compliqué parce que quand on voit l'usage que fait Platon de certaines images, on a parlé du mythe d'Air dans La République hier, et les allégories qui traversent son œuvre, on se dit que finalement, peut-être que les choses ne sont pas aussi simples que cela. Et est-ce que la poésie ne pourrait pas d'ailleurs s'émanciper de la tutelle de la philosophie et trouver sa propre voie? Est-ce qu'elle-même, est-ce qu'elle ne pourrait pas avoir une autre fonction que simplement d'être belle? Et si elle aussi avait la possibilité de nous dire le vrai, mais d'une autre manière, d'une manière évidemment plus intuitive. Mais si la poésie n'avait comme vocation que l'esthétique, que le beau, elle ne nous toucherait pas d'une manière aussi forte. À la lecture de certains poèmes, on est poigné, on est bouleversé, on est touché au fond du cœur, jusqu'au moelle, comme vous utilisez une expression que Sartre aime bien et qu'on trouve dans certaines de ses œuvres. Touché jusqu'au moelle, c'est-à-dire que cette manière qu'a la poésie parfois de nous brasser, de nous toucher, ne peut pas simplement relever d'une fonction esthétique. Je pense que l'expérience même que nous faisons de la poésie nous conduit à faire l'hypothèse
que la poésie aussi peut nous conduire au cœur même de la vérité. Je dis au cœur de la vérité, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la révélation, si vous voulez, une espèce d'intuition qui, d'un seul coup, nous fait dire, eh bien oui, c'est là, c'est ça. D'accord? Donc, le poète ne pourrait-il pas, comme le dit si joliment Rimbaud, se faire voyant par un long, phrase très connue, un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. La fameuse lettre à Demeny, qui est très connue, hein. Voilà, donc comme dit je est un autre, etc. Vous connaissez. Donc, donc voilà, alors, si vous voulez, je pense que... Oui. La phrase. Donc, voilà, le poète ne peut-il se faire voyant? Alors, Rimbaud dit, le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Bon, alors, donc du coup, à l'inverse, j'ai envie aussi de, un peu par provocation, si vous voulez, demander si, au fond, la prétention de la philosophie à dire le vrai est-elle toujours fondée? Est-ce que finalement, il n'y a pas une prétention exorbitante de la philosophie à dire le vrai? Je discutais avec Eric hier sur cette question, et c'est vrai que quand on lit certaines œuvres philosophiques, on se dit mais qu'il y a une prétention absolument incroyable dans cette manière de considérer que seul le philosophe peut parvenir à la vérité. Hein. D'ailleurs, je citais Hegel tout à l'heure, mais Hegel est un bon exemple justement d'une attitude philosophique totalisante, surplombante, etc. Bon. Alors, du coup, il y a comme une sorte de dualité qui est en train d'émerger là entre philosophie et poésie. Alors peut-être qu'au début, il y avait la forme et le fond qui étaient liés, mais là, peut-être que la poésie pourra entrer en concurrence avec la philosophie et la détrôner de sa prétention, justement, à revendiquer le monopole de la vérité. Ou en tout cas, d'être une démarche qui nous permet assurément d'aller vers le vrai. Et voilà. Donc, du coup, est-ce qu'elle est fondée? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin encore, pour finir cette introduction, et poser la question de savoir si finalement les systèmes philosophiques ne seraient pas autre chose au fond, et ça c'est dur, hein, ce que je veux dire, que des fictions, que des poèmes qui ne veulent pas dire leur nom. Et si tout était poésie, finalement, y compris la philosophie, et qu'un système philosophique n'était rien d'autre qu'une sorte de poème, parfois un peu ennuyeux à lire d'ailleurs, hein, et que donc la poésie serait en quelque sorte le passager clandestin, on en a parlé hier avec Laurent, de la philosophie, passager clandestin. Et il est caché, mais il est là quelque part. Bon, voilà. Alors, c'est un peu par provocation que je dis ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, donc dans cette introduction, j'ai en fait essayé de grossir un peu le trait, d'écarter un peu les choses, d'exagérer, hein, pour avoir un cheminement possible. Alors, donc voilà, ceci étant posé, on va entrer dans le dur. Alors, dans un premier moment, je vais... Oui? Parce que là, on n'y était pas, c'est ça que non, on n'y était pas. Non, mais là, on... Alors... donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est avec Socrate, mais surtout avec Platon, que la philosophie va gagner sa véritable spécificité. Donc, ce premier moment, que j'ai intitulé la rupture platonicienne, je pense que Platon est incontournable dans cette affaire parce qu'il est, je pense, il fait... Voilà, c'est cette question du rapport de la poésie, de la vérité, etc. Je pense que c'est un auteur qui est absolument incontournable. Et c'est lui qui va vraiment s'arracher aux formes littéraires, va arracher la philosophie
aux formes littéraires de ses origines, et c'est d'ailleurs en critiquant ces dernières que Socrate va faire passer la poésie du côté de l'imitation. La poésie n'est pas apte, selon Platon, à transmettre la vérité, à aller vers le vrai. Pour quelle raison? Pour deux raisons, en fait. La première raison, c'est la plus connue, quand on lit d'ailleurs le livre 10 de la République, elle est manifeste, c'est que les poètes sont, et pas plus spécifiquement des poètes, les poètes sont des imitateurs. Et pire que ça, ils ne font que copier une copie. Autrement dit, ils s'éloignent de 2 degrés au moins de la vérité, puisque les poèmes sont l'image du sensible, qui lui-même est une image atténuée, appauvrie des idées. Et donc, ils nous éloignent d'autant de la vérité, parce que précisément, les poèmes ne sont que des simulacres, si vous voulez, des fantômes, d'une certaine manière, qui donc nous éloignent, comme je l'ai dit, au moins de 2 degrés de la vérité. C'est une imitation de l'imitation. Le poème, c'est quoi? C'est une imitation d'une imitation. Et donc, à partir de là, on comprend bien que, avec cette distance double par rapport à l'idée, le poète ne peut pas nous conduire à la vérité. Il nous en éloigne. Et c'est la raison pour laquelle les poètes doivent être chassés de la cité. Ce sont des illusionnistes, dit Platon, des enchanteurs. Ils nous charment et par là nous détournent de la vérité. Pourquoi? Eh bien, pour la raison que je viens d'indiquer, mais au-delà de ce contenu, ce rapport bien connu à la mimésis, on peut s'étonner du tranchant avec lequel Platon sectionne les poètes. Il dit ceci: la cité dont nous venons de poser dans le livre 10 de la République, la cité dont nous venons de poser le principe est la meilleure avant tout en raison des mesures prises à l'encontre de la poésie. Paf. Alors là, c'est pas une simple critique. On se dit qu'il y a vraiment un désamour, voire une haine peut-être de la poésie, qui s'exprime ici, puisque la condition même pour que la cité idéale puisse advenir, c'est qu'on prenne des mesures extrêmement strictes à l'encontre de la poésie. Donc cette violence va un peu au-delà du thème de la mimésis, parce qu'il s'agit, on a vraiment l'impression que c'est une sorte d'amour contrarié. C'est un peu ça. Vraiment, j'ai tellement aimé la poésie que cet amour, finalement, s'est transformé en haine. C'est-à-dire que quand j'ai compris enfin, grâce à Socrate, quelle était la vraie fonction de la philosophie, eh bien, à ce moment-là, la poésie est ce qui va m'empêcher, justement, de parvenir à ce nouveau but que je me suis fixé. D'autant plus qu'on l'a dit hier, Platon avait un penchant pour il voulait être tragédien. D'ailleurs, il avait commis quelques tragédies. La légende rapporte qu'il les aurait brûlées sur la place publique à partir du moment où il a rencontré Socrate, qu'il l'a mis sur le chemin de la vérité, et donc il a renoncé à être tragédien pour devenir philosophe. Je fais une remarque à ce propos. Quand on parle de poésie, quand Platon utilise le terme de poésie, ici, il faut plus l'entendre au sens de poésie tragique, que de poésie au sens où nous l'entendons aujourd'hui avec les poètes qu'on connaît et qu'on cite le plus souvent, comme Rimbaud tout à l'heure, par exemple. Bon, mais, donc pourquoi cette critique est-elle aussi violente? Eh bien, c'est parce qu'il y a une deuxième raison qui explique que Platon va se proposer de chasser les poètes et les artistes, d'ailleurs, de la cité. C'est le fait que
la poésie n'entre pas dans ce que Platon considère comme absolument essentiel en philosophie, la pensée discursive, la dianoïa. Et donc, le poème théâtral pour Platon, dans le poème théâtral, ce qui triomphe, c'est le principe du plaisir et de la douleur contre la loi et le logos. Et par conséquent, c'est ça aussi qu'il faut combattre. C'est au nom, donc, de la dianoïa, de la pensée discursive, de la nécessité, si vous voulez, de progresser par étapes successives, dont chacune est déduite de la précédente. C'est le propre du cheminement même de la raison philosophique. Et donc, on voit que chez Platon, pour la première fois sans doute, on va substituer au flou et à l'imprécision de la poésie, eh bien, la clarté logique de ce que Badiou appelle le mathème, mais c'est vers cela que va tendre la philosophie désormais. C'est-à-dire qu'elle va plus se construire en rapport, en s'appuyant sur une pensée mathématique, si vous voulez, qui force le respect et qui, par la clarté de ses démonstrations, nous conduit nécessairement à admettre la vérité. D'accord ? Alors, Socrate va se défaire du discours des poètes en le privant de son côté musical et chantant pour montrer que, hors de cette séduction immédiate, il ne reste en réalité pas grand-chose. Je vous lis un petit passage de la République. Platon écrit « Car, dépouillées de leur coloris artistique et citées pour le sens qu'elles enferment, tu sais, je pense, quelles figures font les œuvres des poètes, puisqu'aussi bien tu en as eu le spectacle, et il précise, ne ressemble-t-elle pas au visage de ces gens qui n'ont d'autre beauté que la fleur de la jeunesse, lorsque cette fleur est passée. Lorsque cette fleur est passée. Voilà, donc c'est quand même très sévère, la critique que fait Socrate ici, de la poésie et de l'œuvre des poètes. C'est donc avec la forme du dialogue, plutôt, de l'enchaînement des arguments, si vous voulez, la dianoïa, la pensée discursive, que la pensée véritable peut commencer, que la philosophie va faire œuvre de vérité, qu'elle va tendre, qu'elle va aller vers la vérité, qu'elle va progresser, qu'elle va se mettre en chemin vers la vérité. Bien qu'aporétique, beaucoup de dialogues de Platon le sont, ils créent bel et bien, ils sont philosophiques parce qu'ils créent les conditions d'accès à la vérité. Ils créent les conditions d'accès à la vérité, alors que la forme poétique est impropre à traduire le mouvement de la pensée. Parce qu'il n'y a pas de discursivité en poésie. Le poète assène ses vers, et c'est tout. Ça ne va pas plus loin. La démarche philosophique a besoin d'ampleur et de temps, dit Platon, et par conséquent, elle va enchaîner les arguments dans cet effort discursif permanent qui est le cœur de la démarche platonicienne. Et Alain Badiou, a une formule à ce propos qui est très intéressante à propos de la dianoïa. La dianoïa, écrit-il, c'est la pensée qui va à travers, la pensée qui enchaîne et séduit, qui enchaîne et séduit. C'est donc par la rigueur du raisonnement que le texte philosophique se distingue du poème. Il est seul avec la science, digne donc de se revendiquer du vrai. D'ailleurs, c'est bien connu, Platon avait fait graver sur le fronton de l'Académie cette formule
que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Voilà, le mathème. La condition pour faire de la philosophie, c'est pas d'être un poète. Au contraire, si on est poète, on n'est pas apte à philosopher. Ce qui est requis pour faire de la philosophie, c'est de se faire géomètre, d'entrer dans les raisons mathématiques et de se servir de ces raisons pour conduire, pour mettre en œuvre la philosophie qui nous conduira à la vérité. Bon, mais cette opposition très tranchée, alors là, j'ai volontairement aussi grossi le trait, hein, si vous voulez, entre la philosophie et la poésie, et l'obscurité métaphorique du poème, hein, on dirait, la clarté du mathème et l'obscurité métaphorique du poème. Cette opposition est presque trop tranchée, et vous vous doutez bien que je ne vais pas rester dans la position platonicienne, je vais m'efforcer de la dépasser un petit peu. Certaines réalités ne se laissent pas enfermer dans la dianoïa. Et on ne peut les dire que métaphoriquement. Je pense par exemple au soleil, qui représente dans l'allégorie de la caverne, livre 7 de la République, l'idée de bien. Qu'est-ce que Platon a pu dire de l'idée de bien? Rien, sinon une métaphore qui est celle du soleil qui éclaire le monde intelligible, si vous voulez. Et puis, le magnifique mythe d'Air, hein, qui clôt la République, Air qui revient du royaume des morts, hein, et qui donc, là aussi, Platon n'a pas pu dire autre chose à ce propos que en passant par une image, une métaphore, une allégorie, enfin voilà. Hein. Et par conséquent, on voit que on touche ici aux limites d'une vérité qui ne dépendrait que d'une attitude raisonnante. Parce qu'il y a certains types de réalités, ce qu'on appelait l'être hier, etc., qui ont du mal à se dire, qui ne peuvent pas se dire véritablement, ou qu'on ne peut dire qu'indirectement à travers des métaphores ou des images qu'on va utiliser. Alors, bon, l'histoire de la philosophie, en fait, regorge d'exemples de pensée qui, loin d'éclaircir les réalités auxquelles elles s'affrontent, ne vont en réalité que les obscurcir. Qui a pu faire l'expérience, et je vais être de la lecture de la critique de la raison pure de Kant, a pu entrer peut-être aussi dans des considérations qui, le moins qu'on puisse dire, ne sont pas toujours très claires, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre. Bon. Et là, je vais m'orienter vers un philosophe qui va nous aider à dépasser justement cette orientation que Platon a mis en place, cette opposition entre la philosophie et la poésie, au nom de la vérité. Et ce philosophe, c'est un dynamiteur, il s'appelle Nietzsche. Voilà. Et dans l'Ecce Homo, il écrit ceci, je vous lis. Il ne faut faire, écrit Nietzsche, aucune confiance à une pensée qui ne soit pas née du grand air et du libre mouvement, et à laquelle les muscles aussi ne fassent pas la fête. Notre première question, qu'il s'agisse d'évaluer homme, livre ou musique, est: peut-il marcher? Mieux, peut-il danser? Voilà. Alors, donc on voit ici que Nietzsche va bien évidemment s'attaquer à l'extraordinaire, incroyable et déplacé, sans doute, prétention des philosophes à dire le vrai, nous conduire vers le vrai, et à s'efforcer pour certains d'entre eux de ne rien laisser en dehors. D'accord ? Au point que s'enfermer dans un système philosophique peut nous conduire à étouffer. Ça manque d'air, ça manque d'espace, ça manque de grâce, ça ne danse pas,
c'est lourd, ça nous écrase, etc. Bon. Ce qui me permet de passer à ma deuxième partie, la vie, l'art et la vérité, selon Nietzsche. Alors, donc, en fait, Nietzsche va se livrer à une espèce de renversement du platonisme et va accorder plus de valeur à l'art qu'à la vérité, d'une manière générale. Alors, plus de valeur à l'art à la vérité, ou du moins à ce que Nietzsche appelle la volonté de vérité. Parce que vous allez voir qu'en fait, Nietzsche, même si c'est un puissant dynamiteur, si vous voulez, hein, qui fait exploser les conventions, etc., bon, bien, vous verrez que, je le dis par anticipation pour que vous puissiez me suivre dans le raisonnement, il ne va pas renoncer à la vérité, Nietzsche, en réalité. Il ne va pas renoncer à la vérité. Ça peut paraître étonnant, mais il ne va pas le faire. Bon. Alors que dans un premier temps, effectivement, il va montrer qu'il n'y a pas de vérité, puisque tout est apparence, hein, pour Nietzsche. Voilà. Donc, mais d'abord, ce que Nietzsche met en place, dans un de ses premiers livres, hein, La naissance de la tragédie, il perçoit donc il va revaloriser les poètes philosophes que sont les présocratiques, et notamment, il y a deux noms qui reviennent très souvent chez Nietzsche, Héraclite et Empédocle, et il va valoriser leur vision qui, selon lui, est d'abord esthétique du monde. L'art est en effet, l'art en général, et la poésie aussi, bien entendu, est, selon Nietzsche, plus apte à retranscrire la vie dans sa complexité, parce qu'il renvoie au mouvement même, selon lui, de ce qu'il appelle la volonté de puissance. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. La valeur de la philosophie ne réside donc pas dans la sphère de la connaissance, mais dans celle de la vie. C'est au nom de la vie que Nietzsche va produire une critique féroce de la prétention à la vérité des philosophes classiques, si vous voulez. Hein. Bon, la grandeur de la vie, elle ne l'attire donc, sa grandeur, non de sa faculté à dire le vrai, mais de sa qualité d'art. La réalité, pour Nietzsche, pourquoi? Parce que la réalité, pour Nietzsche, je l'ai dit, se réduit à l'apparence. Rien n'est vrai. Hein, il n'y a que des apparences. Et une interprétation de ces apparences. Voilà. Autrement dit, toute approche de la réalité ou de la vie qui revendique une volonté de vérité, qui est bien une volonté de vérité, pour Nietzsche, ne peut être qu'à côté de la plaque. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité. En fait, il faudrait dire dans un premier temps qu'il ne peut pas y avoir de vérité parce qu'il n'y a que des apparences. Il n'y a que du faux, il n'y a que des simulacres. Et que, par conséquent, ce qui compte, c'est interpréter ces simulacres, mais comme on peut, hein, mais il ne faut surtout pas les propulser du côté de la vérité. Parce que justement, c'est faux. C'est pas vrai. Tout ce qui existe est faux, pour Nietzsche. Bon. Nietzsche écrit: au point de vue scientifique, tout système est une illusion, une erreur qui trompe le besoin de connaissance et ne le satisfait que temporairement. Mais cette illusion de vérité devient nécessaire, selon Nietzsche, quand elle s'inscrit dans le plan des apparences et s'affirme à travers la volonté de puissance. Autrement dit, ce qui compte, c'est l'affirmation de quelque chose et non sa vérité. La volonté de puissance qui est portée par le philosophe est ce qui compte plus, selon Nietzsche, que de l'aptitude d'une théorie à dire la vérité. Donc, il y a clairement
dans la volonté de puissance, ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance, un désir de croissance, et quelque chose qui va s'imposer. La volonté de puissance, c'est une volonté de tromper, en fait. Bon, il y a un désir de croissance, une puissante affirmation du faux et de la seule réalité qui compte, selon Nietzsche, celle des apparences. Alors, alors on pourrait penser qu'à partir de là, on doit renoncer à toute vérité, qu'il n'y a pas de vérité. Mais alors, du coup, c'est pas si simple. Parce que si on dit ça, ça veut dire que on va basculer dans une espèce de mode de relativisme, puisque tout est faux. De toute façon, on peut affirmer et dire n'importe quoi, et évidemment. Si on en vient là, à mon avis, ça ne peut pas fonctionner. On va voir que Nietzsche, justement, ne va pas renoncer à la vérité, mais qu'il va en faire autre chose. Donc, que valent les théories scientifiques ou philosophiques, finalement? Elles n'ont de valeur, pour Nietzsche, d'abord, que sur un plan esthétique. Leur grandeur et leur beauté vont demeurer, mais la prétention à la vérité ne tient pas. Autrement dit, il n'y a pas vraiment pour Nietzsche de différence entre un poème et une théorie philosophique. Bon. Dans les deux cas, on est dans le faux. Il ne peut pas y avoir de vérité. Mais ce qui compte, c'est l'affirmation qu'il y a derrière et la puissance avec laquelle on affirme quelque chose qui va tendre à imposer cette chose aux autres. Donc un poème que l'on trouverait beau ou qui nous toucherait serait aussi pour Nietzsche une affirmation forte, avant toute chose, et c'est le poète qui affirme cette chose qui fait que il est reçu par les autres. Il peut y avoir des affirmations plus ou moins fortes, les plus faibles disparaissent et ne sont pas retenues, et les plus fortes demeurent. Mais c'est la volonté de puissance qui est derrière l'artiste ou derrière le philosophe, selon Nietzsche, qui compte. Du coup, on comprend pourquoi, pour Nietzsche, l'art est supérieur à la vérité. L'art affirme la vie en lui donnant toute sa puissance, sa volonté de puissance. Et Nietzsche écrit, dans justement ce recueil de fragments qui s'appelle La volonté de puissance, qui a été publié après sa mort, il écrit ceci: l'art, écrit Nietzsche, est essentiellement approbation, bénédiction, divination de l'existence. Schopenhauer se trompe quand il met certaines œuvres d'art au service du pessimisme. La tragédie n'enseigne pas du tout la résignation. Représenter les choses terribles et problématiques est déjà en soi, chez l'artiste, un instinct de puissance et de souveraineté. Il ne les craint pas. Il n'y a pas d'art pessimiste. L'art dit oui. L'art dit oui. Job dit oui. Mais Zola, mais Goncourt, les choses qu'il montre sont laides, écrit Nietzsche. Mais s'il les montre, c'est qu'il trouve plaisir à cette laideur. Rien n'y fait. Vous vous abusez si vous affirmez le contraire. Et puis il termine en disant « comme Dostoïevski fait du bien ». Bon, alors, vous connaissez l'œuvre de Dostoïevski, hein, c'est extrêmement sombre, il y a une laideur morale chez Dostoïevski qui fait froid dans le dos. Hein. Quand on voit le parcours de Raskolnikov, par exemple, dans Crime et Châtiment, c'est impressionnant. Hein. Mais donc vous voyez qu'en fait, la puissance avec laquelle on affirme quelque chose lui donne une valeur, en fait. D'accord ? Donc, en quoi justement Dostoïevski était-il artiste dans cette aptitude à nous faire aimer quelque chose qui est laid. La puissance, elle est là. La laideur, je la transforme en beauté. Et c'est ça qui force l'admiration de Nietzsche. Nietzsche admire Dostoïevski parce qu'il y parvient. Il admire Zola
Quand on lit un roman de Zola comme La Terre, je ne sais pas si vous avez lu ce roman, mais c'est effrayant, hein, ce qu'on peut lire sous la plume de Zola. Mais pourtant, cette laideur est transfigurée justement par la force avec laquelle Zola porte le roman. Mais il semblerait que Nietzsche veuille garder un certain rapport à la vérité comme illusion nécessaire. Alors, pourquoi ? Parce qu'elle constitue pour lui un fond de stabilité et de permanence qui rend la vie supportable. Pourquoi ? Parce que dans le cas contraire, la vie basculerait dans le nihilisme et elle deviendrait par là même mortifère. Il faut bien que quelque chose structure la vie. Et ce qui, pour Nietzsche, va structurer la vie, c'est la vérité. Absolument. Il ne va pas y renoncer, hein, parce que la vérité a une utilité. Tout comme, alors ça peut paraître étonnant, hein, mais on pourrait dire aussi chez Nietzsche la même chose. D'ailleurs, j'avais fait une intervention il y a quelques années où j'avais pointé ce problème de la religion aussi. Hein. Parce que s'il n'y a plus de religion, s'il n'y a plus rien qui structure la vie, bah, c'est un peu comme si on effaçait l'horizon. Il n'y a plus rien, quoi. L'homme est livré devient une sorte de... Il est pris dans une espèce de mouvement qui l'entraîne de tous les côtés, il n'y a aucune stabilité, si vous voulez. Donc il va conserver la vérité, pour les mêmes raisons qu'il aurait aimé conserver aussi la religion. Elle constitue donc un fond de stabilité qui rend la vie supportable. C'est un peu contradictoire parce que Nietzsche en même temps ne cesse de dénoncer la vérité qui veut s'affirmer elle-même comme mortifère parce qu'elle réduit selon lui à l'excès donc les possibilités de vie. Enfin, la vérité va contre la vie. Mais pour autant, on ne doit pas y renoncer parce que s'il n'y avait plus ce point d'appui, on serait livré à nous-mêmes, il n'y aurait plus de hiérarchie et tout serait équivalent, ce qui n'est pas, bien entendu, envisageable. Alors, c'est drôle parce que j'ai fait une expérience, je me suis dit, je vais voir sur quoi je tombe. J'ai ouvert au hasard la volonté de puissance. Alors, j'avais repéré d'autres fragments déjà que j'ai utilisés, si vous voulez, et je me dis, je vais l'ouvrir au hasard pour voir sur quel extrait, sur quel fragment je tombe. Et c'est incroyable, je vais vous lire sur quoi je suis tombé en ouvrant au hasard ce livre. Alors, page 230. Et je lis la première chose qui me saute aux yeux, je lis ça. Première chose, le fragment 629, 1887-1888, le critère de la vérité réside dans l'intensification du sentiment de puissance, écrit Nietzsche. Un peu plus bas, 631, affranchi de la tyrannie des concepts éternels, je suis loin, d'autre part, de vouloir me précipiter dans l'abîme de l'arbitraire et du scepticisme. C'est dans cet abîme qu'on se précipiterait si on renonçait à la vérité. Je demande plutôt que l'on considère les concepts comme des tentatives destinées à sélectionner des espèces d'hommes définis et à mettre à l'épreuve leur solidité et leur durée. Autrement dit, ceux qui font preuve de la plus forte volonté de puissance, pour Nietzsche. La fausseté d'un concept ne me paraît pas être une objection à ce concept. Le tout est de savoir dans quelle mesure il favorise et conserve la vie. Il conserve l'espèce. Je suis même intimement persuadé que les croyances les plus fausses
sont justement les plus nécessaires. Que faute d'admettre la fiction logique, faute de mesurer la réalité d'après le monde imaginaire de l'absolu et de l'identique, c'est le monde de la vérité, si vous voulez, l'homme ne saurait vivre et que nier cette fiction, refuser de s'en servir dans la pratique, équivaudrait à nier la vie elle-même. Donc vous voyez que par un curieux détour, Nietzsche ne renonce pas à la vérité, elle est nécessaire parce qu'elle est structurante, mais en même temps, il s'agit là évidemment que d'une fiction, hein. Il s'agit que de quelque chose qui n'est là que pour tenir ensemble les différents éléments qui se rapportent à la vie et à l'existence humaine. Parce que c'est vrai qu'on... Voilà. Je pense que ça serait la fin de la civilisation si on renonçait à l'idée de vérité, même en tant que fiction. D'accord ? Donc en fait, voilà, il n'y a pas de vérité, mais la vérité est nécessaire. La vérité, ou en tout cas quelque chose qu'on va décréter comme tel. Et puis, et alors un peu plus loin, et je terminerai là-dessus, avouer que la non-vérité est la condition de la vie, sans doute c'est un terrible procédé pour abolir notre sentiment usuel des valeurs. Là où jamais il s'agit de ne pas mourir de la vérité que l'on a reconnue. Vous voyez, c'est connu ça, hein, nous avons l'art, écrit Nietzsche, pour ne pas mourir de la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il entend? Je terminerai cette partie là-dessus. Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Si tout est apparence, donc, c'est comme ça que je l'interprète en tout cas, la vérité, donc, si tout est apparence, la vérité ne peut être qu'une interprétation. Tout comme l'art d'ailleurs. Mais souvent, la science et la philosophie oublient que c'est le cas et considèrent leur système comme vrai. Mais pour lui, il ne s'agit, comme on vient de le voir à travers l'extrait que je vous ai lu, que d'une fiction nécessaire. Il est nécessaire, écrit Nietzsche donc, que quelque chose soit tenu pour vrai, non pas que quelque chose soit vrai. Il est nécessaire que quelque chose soit tenu pour vrai et non pas que quelque chose soit vrai. Mais le problème, c'est que très souvent, cette fiction devient une volonté de vérité. Vous voyez, quand la volonté se met au service de la vérité et veut la poser et veut la décréter comme vraie, c'est là où justement elle s'attaque à la vie, elle détruit la vie et les possibilités de vie pour Nietzsche. Et qui se retourne contre les apparences et les nids. Dès que, et Platon, c'est ça finalement, parce que bon, d'une certaine manière, on a bien... Alors, vous voyez qu'en fait, c'est moins peut-être un platonisme inversé, Nietzsche, la philosophie de Nietzsche, on pourrait penser que c'est une... Parce que justement, il y a une sanctification des apparences chez Nietzsche. Ce qui est le plus important, c'est... De toute façon, il n'y a que ça, les apparences. Alors que Platon cherche à dépasser les apparences, justement, à montrer que les apparences sont trompeuses, etc. Et c'est pour ça qu'il faut chasser, comme on l'a vu tout à l'heure, les poètes de la cité. Eh bien, c'est moins, je disais, donc un platonisme inversé qu'une destruction, en fait, du platonisme chez Nietzsche. C'est pas simplement une inversion, mais une destruction, parce que Nietzsche fait sauter les digues, voilà. Et donc, c'est ça. Alors, parce que, bon, donc on l'a vu, parce que si la vérité, donc, est conservée, c'est bien pour les raisons que nous avons indiquées tout à l'heure. L'art est du côté de la vie, lui, par contre, dès le départ, il occulte, comme on l'a vu, les laideurs et les transfigure. La vérité aussi, elle fait la même chose que l'art. En fait, il n'y a pas de différence entre art et philosophie pour Nietzsche, ou même science d'ailleurs, parce que Nietzsche englobe aussi là-dedans les systèmes scientifiques. Ah oui, ça va jusque-là. La théorie de Newton, c'est une fiction pour Nietzsche.
bon, je m'arrête là parce que on pourra en reparler tout à l'heure quand on aura la discussion, si vous voulez. Voilà. Et donc, alors, là, du coup, on aurait envie de s'arrêter là. Bon, voilà. On aurait envie de s'arrêter là, de ne pas aller plus loin. Et donc, de s'arrêter à cette deuxième partie. Mais j'ai pas envie de le faire tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore envie d'y croire. Et il manque pas quelque chose, là je pose la question, oui, il manquerait un peu peut-être de redonner la parole au poète et de lui demander comment il conçoit son art, qu'est-ce qu'il cherche à dire à travers la poésie et comment il le dit. Mais il se trouve que la poésie elle-même a évolué de son côté. Hein. Je vous disais tout à l'heure avec Platon que Platon entend par poésie principalement la poésie tragique, hein. Mais que aujourd'hui, quand on pense à la poésie, on entend surtout ce qui relève, selon Alain Badiou, de l'âge, il appelle ça, je trouve que la formule est tout à fait appropriée, hein, l'âge des poètes. C'est-à-dire que ça a émergé à un moment donné, la modernité poétique, elle apparaît au XIXe siècle, en gros, si vous voulez, hein, et au XXe siècle, évidemment, ça se poursuit, ça va dans le sens, finalement, de ce que deux grands poètes défricheurs ont mis en place, j'ai nommé Rimbaud et Mallarmé, principalement, hein. Et que donc cette maturité de la poésie qui se dessine avec la modernité pourrait bien changer la donne. Et que si on considère la poésie cette fois sous cet angle-là, eh bien peut-être que quelque chose va se mettre en place. Mais Nietzsche était déjà d'une certaine manière dans cette orientation-là, hein, puisque c'est un moderne Nietzsche aussi. Hein. Mais voilà, bon. Alors, mais du coup, on va essayer de redonner un peu la parole au poète. Et Rimbaud écrit ceci dans Une saison en enfer. Vous connaissez certainement ce passage. Hein. J'inventais la couleur des voyelles. Il fait référence à ce fameux poème Voyelles. J'inventais la couleur des voyelles A, noir, E, blanc, I, rouge, O, bleu, U, vert. Je réglais la forme, le mouvement de chaque consonne et, avec des rythmes instinctifs, je me flattais d'inventer un verbe poétique, accessible, un jour ou l'autre, à tous les sens. Je réservais la traduction. Ce fut d'abord une étude, et puis il termine par, et c'est ça qui m'a fortement interpellé, j'écrivais des silences, des nuits, je notais l'inexprimable, je fixais des vertiges, écrit Rimbaud. Je répète, j'écrivais des silences, des nuits, je notais l'inexprimable, je fixais des vertiges. Ces 4 courtes phrases, pour moi, donnent le ton. Alors déjà, je pense que ce que dit là Rimbaud, c'est qu'il accorde au langage une place extrêmement importante. Il y a une puissance expressive du langage qui va au-delà du dire. Le langage est capable de dire ce qui ne peut pas se dire, de dire l'indicible, de dire l'ineffable. Le poète dit ce que personne ne peut dire. Et le plus étonnant, c'est qu'il le dit avec des mots. Donc ça veut dire que le langage ne se cantonne pas seulement à un côté utilitariste, si vous voulez, hein, par la désignation des choses par un nom. Ça va bien au-delà. Et que donc il y a une puissance dans le langage dont le poète serait le dépositaire. Et que le philosophe n'arriverait jamais à atteindre discursivement, dianoïaniquement, je dirais, et que le poète peut atteindre immédiatement, intuitivement, parce qu'il le puise
dans l'être lui-même. Cette nappe de sens brut dont parle joliment Merleau-Ponty. Je vois dans ce texte, ce court texte de Rimbaud, comme un manifeste de la poésie moderne. C'est lui qui fait entrer la poésie vraiment fortement, puissamment, dans l'âge des poètes. Et donc dire l'indicible, exprimer l'inexprimable, ce qui dépasse les mots et dit par des mots, c'est extraordinaire quand même. Non, mais qu'est-ce que c'est qu'au juste un poème? Quelle définition peut-on en donner? Et là, Badiou nous donne de fort belles définitions du poème, qui se passent presque de commentaires, mais qui vont dans le sens de ce que je viens de dire à l'instant. Le poème est, écrit Badiou, une pensée sans connaissance. Il est proprement incalculable. Le poème est une expérience sans objet. Le poème est une affirmation pure. Voilà. C'est une pensée en acte. C'est-à-dire que le poème pense à travers ce qu'il dit. D'accord? Et la pensée ne se donne pas. Alors, c'est donc bien qu'il y a bien une pensée dans le poème, si vous voulez. La pensée ne se donne pas discursivement, elle se donne intuitivement, elle se donne immédiatement dans le poème même. Donc, c'est pour ça que bon, une affirmation pure, c'est un objet sans objet, le poème, si vous voulez, hein, comme le dit Badiou également. La réflexion consciente, même, on peut aller jusque-là, constituerait un obstacle, justement. Et Badiou utilise une formule que j'aime bien, constitue un obstacle monadique ou fermé à l'évidence de l'être, à la présence comme telle. Autrement dit, ce qui est intéressant dans la poésie, c'est que la poésie soulève un voile, parce que l'être est masqué, si vous voulez, il est caché. Donc, et là, on est bien dans l'idée que la vérité dont le poème serait capable est une vérité comme aletheia. On parlait hier, justement, au sens où elle va dévoiler quelque chose qui est caché, qu'on ne voyait pas, si vous voulez, hein, et que le poème nous donne immédiatement à saisir à travers sa pure présence. Il nous introduit à la présence comme telle, en fait. On voit ici, pourtant que donc, du coup, on retrouve un plan métaphysique. Hein. Alors peut-être que cette orientation n'aurait pas eu l'assentiment de Nietzsche, mais j'aime tellement ça que je ne peux pas faire autrement que d'en parler, même si c'est vrai que ça paraît peut-être contradictoire par rapport à ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Parce qu'après Nietzsche, il n'y aurait plus rien à dire, quoi. Enfin, bon, j'ai quand même envie de dire quelque chose. Donc l'idée que l'être se donne dans l'immédiat d'une épreuve, il est ce que j'éprouve dans l'irréfléchi de cette épreuve qui vaut preuve, écrit Badiou. Oh, j'adore. Alors c'est quelqu'un, Badiou, qui adore la formule, hein. Mais je répète parce que moi ça me parle immédiatement quand je dis ça. L'être se donne dans l'immédiat d'une épreuve, il est ce que j'éprouve dans l'irréfléchi de cette épreuve qui vaut preuve. L'irréfléchi vaut preuve, alors que jusque-là on pensait que seule la réflexion pouvait valoir preuve puisqu'elle mettait en œuvre la raison. Pardon ? Je répète ? Alors, l'être se donne dans la poésie, l'être se donne dans l'immédiat d'une épreuve, il est ce que j'éprouve dans l'irréfléchi de cette épreuve et qui vaut preuve.
Bon, Pessoa, sous l'hétéronyme d'Alberto Caeiro. Voici ce qu'écrit Pessoa. Je cherche à dire ce que j'éprouve, sans penser à ce que j'éprouve. Je cherche à appuyer les mots contre l'idée et à n'avoir pas besoin du couloir de la pensée pour conduire à la parole. Ne pas avoir besoin du tunnel de la pensée pour conduire à la parole. C'est beau ça. Autrement dit, vous voyez que l'impératif du poème pour Pessoa, c'est, enfin en tout cas pour cet hétéronyme-là, parce qu'il y en avait d'autres, auxquels il donne une orientation un peu différente à chaque fois, si vous voulez. L'impératif du poème pour Pessoa, c'est être en entier l'extérieur de moi-même. Être en entier l'extérieur de moi-même. Autrement dit, c'est pas du tout quelque chose d'introspectif. Au contraire, parce que la pensée est nuisible ici, elle ne sert à rien, elle est un obstacle en fait, qu'il va falloir surmonter justement pour enfin ne plus avoir besoin du couloir de la pensée, de s'arracher à la pensée pour accéder à quoi ? À une pensée sans pensée. Bon, qui se donne dans un élan de pure spontanéité, ça ne passe pas, parce que dès que... En fait, la pensée, si vous voulez, contamine le poème. Un poète ne peut pas penser son poème, il ne pense pas son poème. Il dit, il est dans la parole, il dit. Les mots lui viennent. C'est pas une pensée, les mots lui viennent. Et d'ailleurs, lui-même est étonné de ce qu'il découvre sur la feuille qu'il vient de rédiger, sur les mots qu'il vient d'écrire sur la page blanche. Il se dit, mais c'est moi qui ai écrit ça, c'est pas possible. Mais d'où ça me vient ? D'un double fond, je ne sais pas, c'est Merleau-Ponty qui utilise cette image, d'un double fond dont un tiroir secret, et j'ai enfin trouvé la clé qui l'ouvre, si vous voulez. Tac, et puis ça sort d'un seul coup. Donc, voilà, être en entier l'extérieur de moi-même. Et donc le poème moderne incarne cette pensée sans pensée, donc qui se donne dans un état, je le disais tout à l'heure, de pure spontanéité. Le poète, finalement, mais comme l'artiste en général, hein, ne fait... J'aime bien, j'ai emprunté quand même pas mal de choses à Badiou, hein, merci à lui. C'est dans ce livre, vous voyez, alors là, vraiment, s'il y a un livre que je vous recommande, c'est celui-là. Que pense le poème ? Ce livre de Badiou. Hein, c'est un recueil d'articles en fait que Badiou a publié dans un certain nombre de revues, des conférences qu'il a faites ici ou là, à des époques différentes. Et c'est vraiment extraordinaire. Hein, c'est vraiment très très bien. Très bien. Oui, donc je disais que j'ai emprunté à Bayrou cette expression, le poète ne fait que ruminer le monde. C'est beau. Le poète ne fait que ruminer le monde. Cette rumination, vous voyez, c'est pas une pensée, la rumination. Hein. Il faut aller voir les vaches et les chevaux dans un champ pour s'en rendre compte. Hein. Pas du tout une pensée, ça rumine. Ça travaille. Hein, voilà. Et ça fermente peut-être aussi. Bon, donc... Alors, le poète devient poète à partir du moment, et ça c'est moi qui le dis, je pense, où les mots sont détachés de leur signification préétablie. Alors on disait hier que pour être poète, il suffisait peut-être d'agencer deux termes qui a priori n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Beau comme vous savez, l'Autremont, là, hein, beau comme
une machine à coudre et un parapluie sur une table de dissection. Hein. Vous vous souvenez de la phrase de Lautréamont, hein, dans Les Chants de Maldoror. Mais je pense pas, parce qu'on pourrait penser que si on fait ça, si on jette comme ça sur le papier des termes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, ça pourrait faire poésie. Mais non, ça ne fait pas poésie, ça ne peut pas faire poésie. Je pense que il faut aller plus loin, il faut essayer de faire taire justement ce déferlement de pensée qui nous habite en permanence pour laisser venir les mots à nous. Donc c'est pas du hasard, c'est quelque chose qui vient, qui monte de ce double fond dont nous parlions tout à l'heure. Bon, alors, il y a un philosophe, et c'est par là que je vais terminer mon exposé, parce qu'il me permet de prolonger ce que je viens de vous dire à l'instant. Un troisième philosophe, j'ai utilisé Platon, Nietzsche, et un troisième, je vais vous laisser deviner, vous allez tout de suite comprendre de qui il s'agit. Alors, ce philosophe a très bien mis en perspective la nécessité pour la philosophie, s'inspirant par là de l'art, et de la poésie en particulier, de nous conduire, ce sont ces mots, à une connaissance d'un nouveau genre, à une vision directe du réel et à son déploiement. Et là, on est encore dans l'aletheia. Peut-être que c'est le philosophe qui a le plus illustré cette définition de la vérité comme dévoilement, ce qu'on a appelé hier l'aletheia, aletheia. L'été, donc la déesse de l'oubli, hein, a privatif, donc l'aletheia, étymologiquement, si vous voulez, c'est ce qui ne s'oublie pas, ce qui n'est pas susceptible, ce qui est toujours là, qui ne peut pas s'oublier. Bon, alors ce philosophe, vous l'avez deviné, ce philosophe c'est Bergson. Et que dit Bergson? Alors d'abord, je crois que la pensée de Bergson commence par une critique sévère du langage. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, le poème va, selon Bergson, nous permettre de retrouver ou de trouver le simple, dit-il, et le pur. Le simple et le pur. Il va libérer le langage de la contrainte utilitariste, vous savez que c'est un thème qui est récurrent chez Bergson, et des nécessités de l'action. Finalement, l'utilisation du langage dans un sens utilitariste et au profit de l'action l'empêche de faire poème. L'empêche de faire poème. Le poète ne peut que se détacher des nécessités de l'action et de détacher le langage des nécessités de l'action, faute de quoi il ne pourra jamais écrire de poème. Donc, et en fait, le langage est enfermé là-dedans, il est enfermé dans le concept, parce qu'on en parlait hier, ouais, c'est le vers qu'a utilisé Laurent, je crois. C'est ça le problème. J'utilise le mot verre pour qualifier, alors ça pourrait être effectivement un gobelet ou autre chose, qui est en plastique et non pas en verre, donc ça, bon, mais peu importe. Je dis c'est un verre. Bon. Mais qu'est-ce que je fais là? J'utilise, c'est pas un mot que j'utilise, c'est un concept. Les mots sont des genres, écrit Bergson. C'est un concept. Autrement dit, qu'est-ce que je fais en nommant ce verre vert? Bon, il y a une ambiguïté, parce que ça pourrait être vert, V-E-R-T, vert, etc. Bon. Eh bien, qu'est-ce que je fais? J'enferme cet objet dans un concept. Et par là même, je manque sa singularité. Ce qui fait que cet objet-là se distingue d'un autre objet identique. D'accord? En fait, je manque la chose. Je manque la chose. Hein? Voilà. Alors,
Que dit Bergson? Le mot au contour bien arrêté, le mot brutal. Vous voyez, il utilise un terme, le mot brutal. Le mot nous fait violence, le mot brutal. Non seulement découpe et fige, écrit Bergson, mais il occulte la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, la réalité nous échappe, précisément parce que le langage nous en détourne. Pourquoi? Parce qu'il est conceptuel. Les mots sont des genres, des catégories générales, si vous voulez, qui enferment la singularité des choses et des êtres. Parce que ce n'est pas seulement, écrit Bergson, les choses, mais aussi nos propres sentiments, nos états d'âme, qui sont enfermés dans le mot et qui, le mot va empêcher l'expression de leur singularité. Chacun, écrit Bergson, a sa manière d'aimer ou de haïr. Mais le mot, je vais vous lire le passage, une petite seconde. C'est le fameux chapitre 3 du Rire. Alors, je vous lis dans l'édition du centenaire, ça fait toute la sainte. Papier Bible. Bon. Enfin, pour tout dire, écrit Bergson, nous ne voyons pas les choses mêmes. Nous nous bornons, et ça je reviendrai sur cette image tout à l'heure, nous nous bornons le plus souvent à lire des étiquettes collées sur elles. Cette tendance issue du besoin s'est encore accentuée sous l'influence du langage, car les mots, à l'exception des noms propres, bien sûr, désignent des genres. Le mot qui ne note de la chose que sa fonction la plus commune et son aspect banal s'insinue entre elle et nous et en masquerait la forme à nos yeux si cette forme ne se dissimulait déjà derrière les besoins qui ont créé le mot lui-même. Et ce ne sont pas seulement les objets extérieurs, ce sont aussi nos propres états d'âme qui se dérobent à nous dans ce qu'ils ont d'intime, de personnel, d'originalement vécu. Quand nous éprouvons de l'amour, de la haine, quand nous nous sentons joyeux ou tristes, est-ce bien notre sentiment lui-même qui arrive à notre conscience avec les 1000 nuances fugitives et les 1000 résonances profondes qui en font quelque chose d'absolument nôtre? Il pose la question. Il pose la question. Et voyez l'étrange réponse que va faire Bergson à la question qu'il pose ici, vous allez voir. Nous serions alors tous romanciers, tous poètes, tous musiciens. Voilà la réponse qu'il donne. Il ne répond pas en fait, il répond ça. Si, justement, ces sentiments pouvaient arriver dans ce qu'ils ont d'originellement vécu à notre conscience, nous serions tous romanciers, tous poètes, tous musiciens. Alors, pourquoi il cite la musique, la poésie et la littérature? Alors qu'il y a un art qui est quand même interpellé beaucoup Bergson. C'est la peinture. Pourquoi? Eh bien, parce que justement, il cite des arts à langage, en fait. La littérature et la poésie utilisent le langage ordinaire. Et la musique, il y a aussi un langage musical. Et pourquoi pas la peinture? Mais parce que la peinture, pour Bergson, est un art plus libre que ne le sont la poésie, la littérature ou la musique, plus libre, parce que le peintre peut inventer son propre langage. Voilà. Donc, mais après il termine, mais moi ça m'a toujours attristé quand il termine en écrivant ceci. Et si vous n'étiez pas dépressif, vous allez le devenir après ce que je vais vous lire. Mais le plus souvent, nous n'apercevons de notre état d'âme que son déploiement extérieur. Nous ne saisissons de nos sentiments que leur aspect impersonnel, celui que le langage a pu noter une fois pour toutes, parce qu'il est à peu près le même, dans les mêmes conditions, pour tous les hommes. Ainsi, jusque dans notre propre individu, l'individualité nous échappe. Nous nous mouvons parmi des généralités et des symboles, comme en un champ clos, où notre force se mesure pétilement avec d'autres forces,
et fasciné par l'action, attiré par elle, pour notre plus grand bien, sur le terrain qu'elle s'est choisi, nous vivons dans une zone mitoyenne entre les choses et nous, et c'est ça qui m'a tristé, extérieurement aux choses, extérieurement aussi à nous-mêmes. Et la plupart des hommes sont malheureusement là. Sauf si on lit les poètes, si on lit les écrivains, si on écoute de la musique. Bref, l'art semble être pour Bergson la solution. Alors, je suis parti. Alors, donc je reviens. Donc en fait, voilà. Donc, chez Bergson, en fait, il y a très clairement, je ne sais pas, vous l'avez ressenti là, hein, la philosophie de Bergson est une philosophie qui va privilégier l'intuition au détriment de l'intelligence. C'est l'intelligence qui est catastrophique pour Bergson parce que c'est elle qui va enfermer les mots dans des concepts. Et Nietzsche l'avait senti, hein, puisque tout à l'heure il a utilisé lui-même le terme de concept. Hein, vous voyez, vous vous souvenez du passage qu'on a lu. Donc, le réalisme bergsonien est vraiment une philosophie qui s'oppose à une connaissance qui passe par l'intelligence. Nous arrangeons, écrit-il, pour ainsi dire, la réalité conformément aux exigences de notre esprit. Mais en faisant cela, nous passons à côté des choses mêmes. Ces choses mêmes ne vont pas nous être données par l'intelligence, par la philosophie au sens classique du terme, par la vérité, par l'effort de vérité, mais par intuition, directement. Elle utilise une métaphore, Bergson, que j'aime bien. L'artiste soulève le voile de l'être. Hein. Il soulève le voile et nous permet, à un moment, mais pas définitivement, de voir ce qu'il y a, ou plutôt d'entrevoir ce qu'il y a en dessous. Parce que, dira Bergson, il ne soulève qu'un coin du voile, un coin du voile. C'est comme, je ne sais pas, un objet recouvert avec un drap, si vous voulez, vous soulevez le drap, et vous voyez quelque chose apparaître en dessous, mais vous n'avez pas une vision d'ensemble de ce qui est caché. Vous en voyez une petite partie simplement. Et c'est la raison pour laquelle, et alors faute justement de faire ça, on s'enferme dans des routines mortifères en fait, parce que donc on est pris par les nécessités de l'action, devoir gagner sa vie, etc., être efficace, faire ce qu'on attend de nous, etc., etc. Et en faisant ça, eh bien on passe à côté de l'essentiel pour Bergson. Le poète est un magnétiseur pour Bergson. Il procède par suggestion et par la grâce des mots qu'il agence. Notre âme, écrit Bergson, bercée et endormie, s'oublie comme en un rêve pour penser et voir comme le poète. Voilà. Donc le poète nous permet de penser et de voir comme lui. D'accord ? Et va nous permettre, justement, de soulever un pan du voile. L'imagination du rêveur est isolée du monde extérieur. Notre perception est libérée des contraintes de l'action et devient fidèle aux données. Et puis, dans La pensée le mouvant, dans un des articles de La pensée le mouvant, il écrit « Le poète et le romancier dans la perception du changement ». L'article qui s'appelle « La perception du changement dans la pensée et le mouvant », il écrit « Le poète et le romancier qui exprime un état d'âme ne le crée certes pas de toutes pièces. Il ne serait pas compris de nous si nous n'observions pas en nous, jusqu'à un certain point, ce qu'ils nous disent d'autrui. » Je vais revenir là-dessus parce que c'est très important pour terminer. Au fur et à mesure qu'il nous parle, des nuances d'émotion et de pensée nous apparaissent, qui pouvaient être représentées en nous depuis longtemps,
mais qui demeurait invisible, telle, et il va filer la métaphore photographique, telle l'image, telle l'image photographique qui n'a pas encore été plongée dans le bain où elle se révélera. Le poète est ce révélateur. Donc vous voyez, il fait référence à quoi? Il fait référence à la photographie argentique qui a disparu de nos jours. La photographie argentique. Mais à une époque, la photographie argentique, c'était ça. On prenait une photo, après on développait le négatif, et en le plongeant dans le révélateur, l'image contenue dans la pellicule apparaissait. Puis ensuite, le négatif servait à tirer des photographies avec un agrandisseur, et donc on impressionnait l'image avec l'agrandisseur. Quand on coupait la lumière de l'agrandisseur, la photo était entièrement blanche, il n'y a absolument rien sur cette photo. Mais si, une image virtuelle. Et cette image, en la plongeant dans un bain qu'on appelait le révélateur, montait, on appelait ça, moi j'ai fait de la photo, j'ai fait de la photo noir et blanc à la MJC de mon quartier quand j'étais jeune, et il y avait tout le matériel qui était mis à notre disposition, c'était génial, et on voyait, c'était toujours un moment magique, un peu comme quand vous prenez un Polaroid, vous voyez l'image apparaître, quand le Polaroid, vous le sortez de l'appareil, c'est tout blanc, puis vous attendez quelques minutes, et puis vous voyez monter l'image qui était contenue virtuellement dans la photo. Et donc, vous voyez que Bergson file la métaphore photographique pour nous expliquer ce qu'il entend justement par là, le poète est ce révélateur. Voilà. Bon, alors, néanmoins, alors je terminerai, bon, ouais. Bon, rester des heures sur Bergson, je vais terminer. Pour Bergson, l'artiste, comme je vous le disais tout à l'heure, ne soulève que partiellement le voile, le poète. C'est la tâche de la philosophie d'étendre le dévoilement, en fait, et il assigne cette tâche à la philosophie. Elle permet, écrit Bergson, de réchauffer un monde, vous voyez l'image, la métaphore, un monde froid comme la mort. Elle permet de réchauffer un monde froid comme la mort. Par son action ample et puissante, l'artiste, le poète, la vie de tous les jours pourra en être réchauffée et illuminée. Donc vous voyez que la poésie et l'art en général, ce n'est pas quelque chose qui s'ajoute à une vie déjà bien remplie. Hein. Ça va beaucoup plus loin que ça, puisque c'est la vie elle-même qui va en être ébranlée définitivement. Définitivement. Parce qu'une fois que vous avez ressenti le choc du poème, vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est pas possible. Et puis alors oui, alors ce que je voulais vous dire, c'est simplement dans le texte que je viens de lire, juste ça pour terminer, voilà, si nous n'observions pas en nous jusqu'à un certain point ce qu'ils nous disent d'autrui. Donc je pense qu'en fait, ce qui me paraît absolument essentiel ici, c'est que l'art nous permet de communiquer. Mais c'est une vraie communication, c'est pas une communication superficielle, c'est une vraie communication, puisque grâce à l'art, on voit des mondes apparaître auxquels on était absolument étrangers. Des mondes que les autres portent en eux, auxquels on n'accède pas, si vous voulez. Hein. C'est une manière de rencontrer autrui qui va beaucoup plus loin, me semble-t-il, qu'un simple dialogue qu'on peut avoir où on raconte différentes choses, etc., y compris des choses qui concernent notre intimité. Mais là, ça va beaucoup plus loin, puisqu'on partage quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement fort. Donc je pensais effectivement que ce qu'écrit le poète ne peut pas m'être étranger. C'est justement parce que je le reconnais quelque chose de moi dans ce que dit le poète, ou l'artiste en général, que ça va me toucher et me bouleverser. C'est précisément parce que je partage quelque chose avec autrui que l'émotion est aussi grande. Mais d'une certaine manière, on trouve ça aussi chez Kant, hein, dans l'esthétique kantienne. Il le dit à un moment donné, c'est Kant aussi, que plus je suis apte à partager
quelque chose avec autrui dans le domaine artistique, hein, et c'est ça qui va m'y conduire. Hein. Le poète me permet vraiment de partager mon monde que j'entr'ouvre avec celui d'autrui qui s'entr'ouvre aussi par la même occasion. Et c'est donc un mode de communication quasiment idéal. Et on comprend que Bergson, en fait, va considérer la philosophie comme art général et méthodique, comme art, hein, et que, comme il le dit, les satisfactions que l'art ne fournira jamais qu'à des privilégiés de la nature et de la fortune, et de loin en loin, seulement la philosophie ainsi entendue nous les offrirait à tous, à tout moment, en réinsufflant la vie aux fantômes qui nous entourent et en nous revivifiant nous-mêmes. Il écrit ça dans La pensée et le mouvement. Donc c'est bien l'intuition qui va constituer la méthode philosophique qui permettra d'atteindre, plutôt d'aller dans le sens de cette aletheia dont on parlait tout à l'heure. Bon, après, il y a peut-être quelques apories chez Bergson, des contradictions aussi, mais je ne vais pas en parler parce que j'ai envie d'en rester un peu là. Et pour finir, 3 phrases de conclusion. Je vais répondre à la question. Alors, c'était un peu, j'ai retouché ce texte jusqu'à la fin quasiment. Hein. Donc c'est un work in progress un peu, si vous voulez. C'est pas achevé ce que je viens de vous dire. Mais quand même, j'ai essayé de répondre parce que j'ai essayé de faire ça avec les élèves. Hein. Je dis bon, je vais répondre. On a posé un problème, on a posé une question, il faut y répondre. Alors, nous demandions dans l'introduction si le poète et le philosophe étaient capables d'une quelconque vérité. Qu'est-ce qu'on peut répondre? Eh bien, je vais répondre, peut-être que je vais me faire incendier, hein, par la formule suivante. J'ai cherché un moment avant de la trouver. Il ne peut y avoir de vérité qu'en renonçant à la vérité. Finalement, cette vérité qui renonce à la vérité est avant tout humaine, étroitement portée par la vie, qui nous impose le défi permanent de saisir ce qu'on ne peut retenir, mais qui finit aussi toujours par nous échapper, c'est une tâche permanente. Alors pourquoi je dis ça? Parce que vérité humaine, parce que finalement Nietzsche aussi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit une vérité aussi, la vérité que Nietzsche met en perspective, c'est celle de l'humain, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'être humain? Qu'est-ce que c'est qu'être humain? Il y répond. Et laissons la parole à Rimbaud pour finir. J'assiste à l'éclosion de ma pensée, je la regarde, je l'écoute, je lance un coup d'archer, la symphonie fait son remuement dans les profondeurs, ou vient d'un bond sur la scène, ou vient d'un bond sur la scène. Connu ça, un bond. Voilà, je vous remercie.